Histoire de Chine est un podcast de la Société d'histoire des Français de Chine. Il est animé par Michel Chapdelaine et David Morisot. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons pour ce nouveau podcast Angèle Pinault qui va revenir pour la Société d'histoire de Chine sur son intervention qu'il a menée lors du colloque international Carrefour culturel qui s'est tenu à l'Université des langues étrangères à Pékin en mai 2021 et au cours duquel, Monsieur Angèle Pinault, vous avez dressé les grandes lignes de la traduction et de la réception de la littérature chinoise au XXe siècle en France. Bonjour Angèle Pinault. Bonjour. Angèle Pinault, vous êtes professeur émérite à l'Université Bordeaux-Montaigne, où vous avez dirigé le département d'études chinoises ainsi que le centre d'études et de recherche sur l'Extrême-Orient. Vos domaines de recherche couvrent la littérature chinoise, moderne et contemporaine, la littérature taïwanaise et l'histoire de la sinologie, en particulier celle des traductions. Première question de ma part. Donc, lors de votre intervention au colloque Carrefour culturel, vous avez distingué 3 phases dans l'évolution de la traduction des œuvres chinoises au XXe siècle, des phases qui sont liées à des événements qui ont marqué l'histoire de Chine. Pouvez-nous nous les présenter? Oui, alors je suis parti de ce constat, c'est que longtemps la littérature moderne chinoise, en France, sa réception a été conditionnée par ce que j'ai appelé des raisons extralittéraires. À savoir qu'on s'est intéressé à cette littérature uniquement pour ce qu'elle nous apprenait sur la société chinoise, ou sur l'histoire de la Chine, ou bien encore sur les Chinois. Et donc, j'ai distingué 3 périodes parce que ces raisons extralittéraires, au cours du temps, n'ont pas toujours été les mêmes. Dans les années qui précèdent la fondation de la République populaire, les seuls qui s'intéressent vraiment à la littérature chinoise qui était en train de s'écrire à ce moment-là ont été des gens d'église, des missionnaires belges ou français, qui ont traduit peu de choses, mais qui en revanche ont consacré beaucoup d'études à l'histoire de la littérature chinoise moderne. Comme par exemple Henri van Boven, à qui on doit la toute première histoire de la littérature chinoise moderne, écrite en français. Mais les missionnaires, ce faisant, pensaient en quelque sorte pouvoir percer l'âme du peuple chinois à travers la littérature, et c'est pour ça qu'ils s'intéressent à la littérature. Après la fondation de la République populaire, en revanche, les premiers à traduire et à publier de la littérature chinoise contemporaine ont été des militants communistes. Des militants communistes qui présentaient cette particularité, outre le fait évidemment d'être des membres du Parti communiste français, de ne pas connaître le chinois. Et les ouvrages qu'ils ont traduits l'ont été d'après les versions anglaises que leur fournissait le service de propagande internationale de la Chine. Et les ouvrages qu'ils ont traduits, c'était des ouvrages qui étaient destinés à dénoncer d'un côté les côtés obscurs de la Chine ancienne, et puis de l'autre, d'exalter les réformes en cours, notamment la réforme agraire, dans la Chine nouvelle. Et dans les années 60 et 70, ce sont encore des militants communistes qui ont traduit de la littérature chinoise, mais de tendance maoïste cette fois, puisque dans l'intervalle, il y avait eu le schisme entre Pékin et Moscou. Et donc, c'est eux qui ont pris le relais de la traduction, sachant que cette fois, certains d'entre eux en tout cas, faisaient les traductions directement d'après le chinois. Et enfin, 3e période, dans les années qui ont suivi la fin du maoïsme et qui marquent les débuts de la période dite de réforme et d'ouverture, eh bien, on a vu paraître en France les traductions d'œuvres littéraires qui se proposaient, pour reprendre le titre d'un livre qui a paru alors, de dévoiler la face cachée de la Chine et les abus de la période maoïste. Alors, si vous le voulez bien, on va revenir, Angèle Pinault, sur la période d'avant 1949. Alors, est-ce qu'on traduisait vraiment des œuvres chinoises en français? Était-ce d'ailleurs des francophones qui se souciaient de ces traductions? Qui cela intéressait-il? Alors, avant 1949, globalement, il y a peu de choses qui sont traduites en français. Et pour l'essentiel, le point important, c'est que ce qui va être traduit, en français en tout cas, le sera non pas par des Français qui savaient le chinois, mais par des Chinois qui savaient le français. Et j'ajouterais par des Chinois qui étaient convaincus de la valeur des œuvres qu'ils traduisaient et qui étaient soucieux de mettre au jour la littérature, la culture qui était la leur.
Alors, on peut mentionner le cas d'un jeune Chinois qui est venu faire ses études en France dans les années 20, qui s'appelait Ting Yinyu, et qui a traduit pour la revue de Romain Rolland, la revue Europe, hein, le célèbre roman de Lu Xun, La véritable histoire d'Aqiu, qui est une traduction qui est apparue en 1926, qui est la première, parce qu'il se trouve que c'est un texte qui a été traduit par la suite à de multiples reprises. Et puis on peut mentionner aussi le travail qui a été réalisé, mais cette fois, non pas en France, mais en Chine, par la revue La Politique de Pékin, qui était une revue française d'expression française, hein, destinée à la communauté française expatriée, qui était installée à Pékin, et qui, dans les années 30, a publié plusieurs nouvelles d'auteurs chinois importants. Alors, Lu Xun, évidemment, qui est considéré comme le père de la littérature chinoise moderne, mais également des gens comme Shen Songwen ou bien Hu Dafu. Et ces textes ont ensuite été repris sous forme de plaquettes, de brochures. Et là encore, le traducteur était un Chinois hein, qui s'appelait Zhang Tianya. Et puis, je voudrais ne pas oublier Jean Monsterlet, un missionnaire jésuite installé à Nankin, hein, qui a vécu plusieurs années en Chine avant d'être expulsé comme ses co-religionnaires au début des années 50, qui est l'auteur de la toute première thèse sur la littérature chinoise moderne soutenue en France, et qui, vers la fin des années 40, a tenté de faire publier en France le roman de Pachin, Famille, dans une version qui aurait été réalisée par un autre Chinois, Li Zhuohua, hein, qui est un traducteur bien connu en France. Et mieux, cette traduction que Monsterlet se proposait de faire publier aurait été le premier volume d'une collection entièrement consacrée à la littérature chinoise moderne. Malheureusement, l'affaire a capoté pour diverses raisons matérielles en particulier, et la collection en question n'a jamais vu le jour, et même le livre de Pachin n'a pas pu être publié à cette époque. Il a fallu attendre 20 ans pour que cette traduction paraisse, et encore, Monsterlet n'y était pour rien. Très bien, passons à la deuxième période, donc l'engouement qui est lié en fait à l'engouement d'une partie des intellectuels français plus ou moins proches du Parti communiste français pour le régime chinois pendant la période maoïste. Ça a entraîné la publication de nombreuses traductions littéraires chinoises du XXe siècle. Ma question, c'est finalement, est-ce que les intellectuels français s'intéressaient-ils vraiment à la littérature chinoise du XXe siècle, ou est-ce qu'ils lisaient plutôt les publications chinoises pour ce que ça leur apportait au niveau des aspects sociaux, culturels, historiques, politiques? Et puis, question dans la question, quels auteurs, quels traducteurs et quelles publications pendant cette deuxième période? Alors, les intellectuels maoïstes ou pro-chinois, hein, comme on veut, en réalité, se sont très peu intéressés à la littérature chinoise elle-même, sauf, comme vous le supposez, à la rigueur aux textes littéraires de la période de la Révolution culturelle, mais qui étaient des textes qui tenaient davantage du manifeste politique que de l'œuvre littéraire. Alors, on peut néanmoins mentionner une exception, une maoïste qui était en même temps une sinologue, Michel Loy, hein, qui enseignait à l'époque à l'université Vincennes, et qui a réuni autour d'elle, dans les années 70, un groupe d'apprentis sinologues qui ont traduit les œuvres de Lu Xun, mais évidemment dans une optique qui était conforme au discours qui était tenu sur Lu Xun au même moment en Chine. Mais néanmoins, il y avait, du point de vue de Michel Loy, une approche de type littéraire. Alors on peut également citer, parce que généralement on ne pense pas à eux, les gens qui sont partis en Chine dans les années 60 et 70, en réalité souvent des jeunes gens, hein, qui sont allés là-bas par intérêt ou par fascination pour le pays ou pour le régime chinois. Hein. Pas seulement des Français du reste, hein, il y avait aussi des Belges et des Suisses hein, pour s'en tenir à la francophonie, et qui ont travaillé là-bas en qualité, comme on disait alors, d'experts étrangers, hein, d'experts étrangers au service de la Chine. Alors c'est des gens qui n'avaient pas forcément le goût de la littérature chinoise, mais il se trouve que certains d'entre eux ont néanmoins contribué à traduire la littérature chinoise moderne en français, puisque c'est à cette tâche qu'on les avait affectés lorsqu'ils sont arrivés en Chine. Alors comme c'est des gens qui, généralement, ne parlaient pas le chinois, sauf les quelques mots qui étaient nécessaires pour la vie quotidienne, eh bien, ils ont traduit les œuvres à partir de l'anglais, ou bien on les a employés à polir, c'est-à-dire à réécrire, hein, à rewriter,
les traductions qui étaient réalisées par un binôme chinois, sachant le français, et qui établissait le premier jet de la traduction. Alors les œuvres en question ont principalement paru dans une revue qui a été fondée en Chine, donc par la Chine, qui s'appelait Littérature chinoise, qui a été fondée à Pékin en 64, c'est-à-dire très précisément quand la France a reconnu la Chine. Il y a un rapport de cause à effet entre les deux, et qui était diffusée en France et dans les pays francophones, et notamment en Afrique. Alors les textes qui ont été publiés dans cette revue, vous voyez que cette revue a commencé de paraître en 64, c'est-à-dire 2 ans avant le début de la Révolution culturelle, et les textes qui ont été traduits dans cette revue se sont limités pendant une dizaine d'années au moins à des œuvres de Lu Xun, qui était un des rares auteurs qu'on publiait encore à cette époque, à des opéras modèles, bien à des poèmes qui glorifiaient la figure de Mao. Et puis ce qu'on peut rajouter, c'est que cette traduction était anonyme, puisque dans le climat de l'époque, vouloir signer son travail aurait relevé d'une mentalité, de la mentalité petite bourgeoise, qui à l'époque était évidemment dénoncée. Donc après, on va passer à une période après 1978, c'est la période de réforme et d'ouverture de la Chine. Mais finalement, est-ce que cette réforme va aller de pair avec une réforme du monde de l'édition et de la traduction de la littérature chinoise en France? Quel constat, selon vous? Alors, d'abord, il faut dire que les choses ont considérablement changé du côté chinois, et évidemment, ça a eu des implications indirectes sur la France. Alors d'abord, quelques mots sur les changements qui sont survenus en Chine même. Quand les réformes se sont engagées en Chine, lors de cette période qu'on a appelée la période de réforme et d'ouverture, on a assisté également à des changements dans le domaine littéraire. D'abord, premier changement qui a été considérable, il y a eu une augmentation de l'offre littéraire. On a réédité les auteurs qui avaient été ostracisés pendant la Révolution culturelle, et puis, dans le même temps, on a encouragé les vocations littéraires. Par exemple, on a dispensé d'affranchissement les manuscrits qui étaient envoyés aux éditeurs pour favoriser, évidemment, l'apport de nouvelles plumes à la littérature chinoise. Et puis ensuite, la Chine, comme elle l'a fait dans à peu près tous les domaines, eh bien, la Chine s'est intégrée progressivement aux réseaux internationaux, et pour ce qui nous intéresse, en l'occurrence, elle a signé, par exemple, les différentes conventions internationales relatives à l'édition et aux droits d'auteur, ce qu'elle n'avait jamais fait par le passé. S'agissant de la pratique de la traduction proprement dite, de sa littérature, la Chine a finalement rompu avec la pratique qui avait été la sienne jusque-là, et qui consistait à traduire elle-même sa littérature avec le soutien éventuel d'experts étrangers, et puis à la publier elle-même. Et par exemple, la revue chinoise qui existait depuis 1964 dans sa version française, et même depuis 1951 dans sa version anglaise, eh bien, a cessé de paraître en 2000, quand la Chine a décidé de ne plus traduire elle-même et de ne plus publier elle-même sa littérature à destination d'étrangers. Et aujourd'hui, la Chine, qui n'a pas renoncé à promouvoir sa littérature, préfère subventionner des traducteurs étrangers pour accomplir le travail qu'elle-même ne souhaite plus faire, ou bien qu'elle n'est plus en mesure de faire. Car il faut préciser 2 choses. Les publications en langues étrangères de la Chine avaient toujours été déficitaires, et déjà parce que leur prix de vente était volontairement fixé à un seuil très bas, en deçà du prix de production, et puis qu'à l'époque, il ne s'agissait pas de gagner de l'argent, mais de faire du prosélytisme politique. Alors qu'évidemment, les temps ont bien changé à partir du début de la période de réforme dite d'ouverture et de réforme. Et puis, avec le mouvement des réformes, de façon très triviale, les bons traducteurs chinois se sont détournés de la traduction littéraire pour s'engager dans des activités de traduction plus lucratives, au service, par exemple, des sociétés de commerce internationales. Donc tout ça fait que, la Chine, en quelque sorte, s'est délestée de ce travail de traduction au profit des éditeurs des pays étrangers. Et en conclusion, aujourd'hui, quelle est la situation éditoriale de la littérature chinoise contemporaine?
Alors, la première chose à remarquer, c'est qu'aujourd'hui, ce n'était pas le cas jadis, où on insistait toujours sur le côté politique ou critique politique de la littérature chinoise. Aujourd'hui, la littérature chinoise tend à être considérée par les éditeurs français comme une littérature du monde parmi les autres. On ne fait plus de différence entre la littérature chinoise et la littérature des autres pays. Et de nombreux éditeurs en France éprouvent ou ont éprouvé le besoin de loger des œuvres chinoises contemporaines dans leur catalogue, voire même à créer spécifiquement une collection réservée entièrement à la littérature chinoise, comme c'est le cas par exemple avec les éditions Actes Sud, qui depuis 1988 ont une collection entièrement réservée aux lettres chinoises. On peut rappeler aussi qu'il y a 2 maisons d'édition qui ont été créées en France et qui sont tournées totalement ou partiellement vers la littérature chinoise. D'abord les éditions Philippe Picquier, qui sont spécialisées dans les littératures d'Asie, qui est un éditeur qui existe depuis 1986, et puis les éditions Bleu de Chine, qui s'étaient spécialisées entièrement sur la littérature chinoise, maison d'édition qui a été créée en 1994, mais qui, par la suite, ont cessé de travailler sous forme de maison d'édition et sont devenues une collection des éditions Gallimard, avant finalement de disparaître totalement en 2017. Alors, si on doit essayer de dégager quels sont les traits essentiels de l'édition, de la traduction de la littérature chinoise moderne en France, il me semble qu'on peut commencer par dire que les œuvres chinoises contemporaines sont traduites et publiées assez vite en France. J'entends par là qu'entre le moment où elles paraissent en Chine et le moment où la traduction paraît en France, il se passe relativement peu de temps, nonobstant évidemment les contraintes matérielles, c'est-à-dire le temps de la traduction, et puis le fait que les éditeurs cherchent toujours à trouver un moment propice à la sortie d'un livre. Alors je dis ça parce que les éditeurs français sont bien souvent beaucoup plus rapides que les éditeurs anglo-saxons, par exemple. Le deuxième trait, me semble-t-il, qu'on peut mettre en évidence, c'est le fait que ces œuvres sont traduites directement du chinois, ce qui peut vous sembler bizarre comme remarque, mais sachez que dans certains pays, comme l'Espagne, par exemple, très souvent, les traductions sont des traductions camouflées, des pseudo-traductions qui ne sont pas faites directement du chinois, mais qui sont faites de l'anglais ou bien du français. Et puis le troisième trait qui me semble caractériser l'édition française, c'est le fait que les auteurs chinois, généralement, sont suivis par leurs éditeurs. C'est-à-dire que les éditeurs français ne cherchent pas à faire un coup avec un auteur, avec un livre, mais cherchent à suivre la production d'un auteur parce qu'ils croient dans l'œuvre de cet auteur. Alors c'est le cas par exemple pour les auteurs évidemment les plus connus, Mo Yen, Yu Hua, Yen Lianke, Cheli Bifeiyu, etc., qui sont des auteurs que leurs éditeurs suivent très régulièrement. Sinon, précisément parce que la littérature chinoise moderne s'est banalisée en France, eh bien cette littérature est soumise maintenant aux mêmes aléas que la littérature en général, à une époque évidemment où les ouvrages qui ont la faveur du public, ce sont les mangas ou bien les romans feel-good. Écoutez, merci. Merci beaucoup, Angel Pinault, pour votre intervention sur un sujet qu'on n'avait jamais abordé jusqu'alors. Donc, c'est vraiment bien. Alors, je précise pour toutes celles et ceux qui souhaitent aller plus loin sur ce sujet que votre intervention peut se retrouver dans les actes du colloque international Carrefour culturel, qui, je le rappelle, s'est tenu à l'Université des langues étrangères à Pékin en mai 2021. Par ailleurs, vous avez vous-même traduit plusieurs autres auteurs chinois, parmi lesquels Shen Zongwen, Pa Jin, Yang Jiang, Cheli ou encore Yu Hua. Et puis vous êtes aussi l'auteur d'une bibliographie générale des œuvres littéraires modernes d'expression chinoise, traduite en français en 2014, Yu Feng. Et plus récemment, vous avez participé à la traduction de Prose libre, l'essai moderne en Chine. C'est aux presses de l'INALCO en 2023. Vous avez collaboré avec Isabelle Rabu. Et de La ville introuvable, livre de Yu Hua, que vous avez là encore traduit en coopération avec Isabelle Rabu. Voilà, aux éditions Actes Sud, pardon. Merci beaucoup, Angel Pinault, pour votre intervention. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec le podcast Histoire de Chine.
N'hésitez pas à nous soutenir d'un like sur votre plateforme de podcast de prédilection. Retrouvez la Société d'Histoire sur son site internet histoire-chine.fr. À bientôt sur Histoire de Chine.